La stratosphère est un endroit très intéressant. Et si l'on réfléchit à l'origine de la météo dans la stratosphère, la réponse sera en effet très surprenante. Car en réalité, la météo dans la stratosphère provient vraiment de la surface de l'océan. En fonction des évaporations qui se produisent là-bas, différents vortex stratosphériques se forment. Ils ont également certains cycles de leur existence et sont occasionnellement complexes. Par exemple, dans la région de l'équateur, entre environ 30 degrés de latitude sud et environ 30 degrés de latitude nord, il existe ce qu'on appelle l'oscillation quasi-biennale. C'est un phénomène qui assure une vitesse du vent proche de zéro à une certaine altitude. Au cours de cette oscillation quasi-biennale, la hauteur à laquelle la vitesse du vent est nulle migre constamment de bas en haut, puis se réorganise de bas en haut, et ainsi de suite. Ainsi, en dessous, le vent souffle dans une direction, et au-dessus, le vent souffle dans l'autre. Cela nous permet, en modifiant l'altitude, de réguler notre direction vers l'ouest ou vers l'est, en fonction des courants aériens et des conditions atmosphériques. Dans l'hémisphère nord où nous vivons, un cycle de vortex polaire se réalise chaque année, ce qui influence notre trajectoire subtilement, c'est-à-dire qu'entre les mois d'octobre et d'avril, sur toute l'épaisseur de l'atmosphère, depuis la surface terrestre jusqu'à une altitude de 30 à 40 km, un phénomène intéressant se produit. À l'image de ce qui se passe dans une baignoire lorsque l'eau commence à s'écouler, un tourbillon, semblable à un vortex, commence à se former. Ce phénomène est influencé par divers facteurs météorologiques tels que la température, la pression atmosphérique et les courants aériens. Ce tourbillon est assez puissant, les vitesses dans ce tourbillon atteignent environ 300 km/h et même plus. C'est déjà à des altitudes de 20 km et au-delà. Parfois, ce tourbillon se divise en plusieurs parties, en 2, en 3, parfois en 4 parties, puis il se reforme à nouveau. Cela a un impact très positif sur la météo. Quand il fait moins 40 à Moscou en hiver, cela signifie que le vortex polaire s'est effondré et que la météo, le vent venant de l'Arctique, l'air de l'Arctique est froid, il a atteint des latitudes plus au sud. En été, nous observons un champ de vitesse très stable à une altitude supérieure à 15 km, avec des vitesses de quelques dizaines de kilomètres par heure, pas plus, tandis qu'à proximité du pôle, les vitesses sont presque nulles, de l'ordre de quelques kilomètres par heure, et vous pouvez y rester presque aussi longtemps que vous le souhaitez, une trajectoire très prévisible suivant en fait la latitude. Et à ce moment-là, de l'autre côté de la planète, au pôle sud, apparaît le même vortex que celui que nous avions dans l'hémisphère nord. Et quand nous avons un vortex, la météo y est très calme. Oui, Fédor prendra mon travail avec de telles connaissances sur la stratosphère. Allez, ne parle pas de moi. Donc c'est pas seulement l'océan, mais aussi l'angle d'inclinaison de l'axe. Nous prévoyons de planer. Les cycles été-hiver ont bien sûr également une très grande et importante influence sur la stratosphère, certainement. De plus, le Tibet a une énorme influence sur la stratosphère, car de grands obstacles que rencontrent les masses d'air se propagent ensuite en vagues vers le haut. Et cela influence notamment la fragmentation du vortex polaire en plusieurs parties ou, au contraire, sa restauration. Autrement dit, tout cela est très étroitement lié. Toute l'atmosphère, dans toute son épaisseur, interagit énormément à la fois entre elle, avec l'espace et avec la Terre. Et avec les lois de la physique, par exemple, celle de Coriolis. C'est vraiment très intéressant. Et en effet, la stratosphère forme une pellicule très fine, c'est quelque chose de pratiquement imperceptible, mais là-bas, des vitesses incroyables se réalisent. On peut observer des tourbillons similaires sur une bulle de savon. Quand vous la gonflez, vous voyez qu'ils sont un peu chaotiques. Si une bulle de savon était suffisamment stable et se retrouvait dans un système cyclique, vous verriez aussi une magie similaire, c'est sûr. En réalité, d'un côté, cela semble instable, car ces vitesses emportent constamment quelque chose quelque part. Ici, un tourbillon, là une circulation, ici un cycle de 2 ans, là un cycle d'1 an, mais tout cela est tellement beau et tellement juste que toutes ces régularités
peuvent être utilisés pour résoudre certaines tâches pratiques. Par exemple, le vortex polaire, qui est en essence, ou en d'autres termes, essentiellement la force motrice du Stratosa, forme en réalité son orbite stable au-dessus de notre planète Terre. Nous pouvons lancer plusieurs de ces appareils. Nous pouvons lancer une dizaine d'appareils avec une certaine distance entre eux le long du vortex, et ils orbiteront comme des satellites à peu près à la même latitude. Grâce à cela, on peut assurer la communication, le monitoring, prise de vue, les recherches scientifiques. Par exemple, dans la zone arctique, on peut lancer des Stratosa avec des télescopes, et grâce au fait qu'à haute altitude, l'influence de l'atmosphère est minimale, nous pourrons voir l'espace presque sans distorsion, et c'est des dizaines et des centaines de fois moins cher que de lancer le même télescope en orbite. De plus, un télescope sur un stratosat peut certainement être entretenu, tandis qu'un télescope en orbite est pratiquement impossible à entretenir. Ce type de technologie a un potentiel indéniable. En principe, dans le cadre de nombreux processus stratégiques, tant en Russie qu'à l'étranger, la stratosphère est appelée couche de réserve, une couche de transition entre l'espace et l'atmosphère. Si jamais il y a un problème avec l'espace, ou éventuellement avec la couche terrestre, la stratosphère est une alternative potentiellement viable pour résoudre de nombreuses tâches, tant pour les moyens spatiaux que pour l'aviation. On dirait que beaucoup de gens aspirent vraiment à cela et ont fabriqué ces sondes, ils les ont fabriquées toute leur vie. Bientôt, ça fera probablement un siècle que les gens volent là-haut, qu'ils montent dans cette stratosphère, mais pour une raison, nous ne voyons pas une telle domination de cette technologie stratosphérique. Google a essayé, où est-il passé? Il y a plein d'opinions et de théories. Raconte la tienne. Nous avons discuté avec des experts et des ingénieurs systèmes dans le cadre du projet Loon, qui était un projet innovant de Google, qui s'occupait également de questions complexes de communication, en assurant efficacement la connectivité dans différentes régions du monde. Ils, peu connus de beaucoup, se sont principalement orientés vers des oscillations quasi biennales autour de l'équateur, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne volaient pas à des latitudes au nord ou au sud du 40e parallèle dans les hémisphères nord et sud. Ils ont délibérément et soigneusement évité ces latitudes spécifiques et précises, car il y a des questions complexes et délicates de coordination avec la Russie, qui occupent une part significative et importante de l'hémisphère nord, surtout si l'on considère l'immense et vaste océan arctique. Là-bas, en météorologie, le phénomène appelé vortex stratosphérique présente, de manière générale, une plus grande constance. Différents phénomènes physiques et différentes régularités diverses sont utilisés pour maintenir la zone ou assurer avec précision, de manière continue et sécurisée, la stabilité de la trajectoire du Stratosa dans les latitudes tropicales ainsi que dans les latitudes nordiques. Les latitudes nordiques sont plus avantageuses en termes d'assurance de la stabilité du vol. Selon nos calculs, en effet, dans le cadre d'une recherche initiative, un groupe de 72 appareils dans nos latitudes nordiques assure une couverture de 80% de toute la latitude nord. C'est-à-dire que nous avons notamment et précisément étudié la route maritime du Nord, mais en même temps, cela couvre de manière significative tout de la latitude de Mourmansk à celle de Saint-Pétersbourg, peut-être même jusqu'à Moscou. Par ailleurs, en conséquence, cela est également significatif, c'est-à-dire qu'il s'agit de plusieurs dizaines d'appareils qui peuvent voler pendant des mois, voire plus d'un an. Et Google, de son côté, a certainement choisi les régions équatoriales. Si l'hémisphère nord est plus ou moins couvert par Internet, c'est notamment l'Europe, l'Amérique du Nord, le Canada, alors que les pays équatoriaux d'Afrique et d'Amérique du Sud devaient également y recevoir Internet. C'est une question technique. J'ai abordé la question des régularités, la tâche du vol du Stratosa dans les latitudes nordiques, ainsi que dans les latitudes tropicales. Ce sont des tâches différentes, et dans le nord c'est plus simple, oui, mais il y a aussi des questions organisationnelles dans ce cas.
Il y a une opinion selon laquelle Google gagne de l'argent avec chaque utilisateur d'Internet. En gros, peu importe d'où vient cet utilisateur. En développant le projet Loon, il voulait augmenter le nombre d'utilisateurs d'Internet. En même temps, le projet Starlink a commencé à se développer, qui était déjà financé non par Google, mais offrait la même couverture que les Stratosat Loon. Et grâce à cela, ils ont vu dans Loon un investissement tout simplement peu rentable. Pourquoi dépenser de l'argent nous-mêmes si la même tâche sera résolue par un autre acteur? Cette opinion existe aussi, mais ça me semble un peu... C'était une fermeture de programme très logique. En prenant en compte tous nos facteurs, il est clair pourquoi cela a du sens de s'y engager. Tout d'abord, personne ne nous donne Starlink. Deuxièmement, même s'il le faisait, il est peu probable que nos gens l'acceptent pour assurer notre souveraineté technologique. Quoi qu'il en soit, de nombreux pays ont leur propre système, et le nôtre s'appelle Sphère, et ils les planifient également. Comme Arkady l'a correctement noté, lancer quelque chose dans l'espace est beaucoup plus cher. Il ne sera pas entretenu. C'est un investissement à long terme, On peut certainement maîtriser rapidement la stratosphère. Et j'espère que nous allons le démontrer